Donc Myriam Desjouet, je suis sales spécialiste au sein du groupe Easy et donc je m'occupe particulièrement de l'offre de services Cloud Power, infogérance, et du développement des offres de services en général autour de la plateforme IBMI. Donc c'est un environnement que je connais bien puisque en fait j'ai quasi effectué toute ma carrière sur cette plateforme, tant au niveau technique lorsque je réalisais des prestations d'intégration que sur des projets d'avant-vente et de direction de projet, sujets qui sont les miens depuis ces dernières années. Donc je vais partager l'animation de l'atelier avec Éric Damois, qui va se présenter maintenant. Oui, bonjour à tous. Donc Eric Damois, donc je travaille avec Myriam sur le développement des offres cloud et sur les projets de modernisation IBM I, S400 au sein du groupe Easy. Et puis je suis en charge aussi du développement de l'activité du groupe sur la région Grand Est qui est basée à Lyon. Voilà. Une forte culture IBMI également, après 22 ans passés chez IBM, et puis 6 ans comme DSI d'une grande entreprise basée à Lyon, avec un système d'information basé 90% sur de la S400 servant 10 000 utilisateurs. Voilà, Myriam. Alors, au cours de cette journée, de cette première édition de eBelieve, nous avons donc la chance d'animer 2 ateliers. Nous venons de terminer le premier sur le sujet de la modernisation d'applications et si vous passiez sur le cloud, donc vous aurez la possibilité de revoir en replay. Et donc, le second atelier est placé sous le signe de la méthodologie et de la stratégie de mise en place d'un projet de modernisation d'application. Avant de commencer, donc quelques mots sur le groupe Easy. Donc, groupe Easy est un cloud provider spécialisé sur des solutions de cloud, multi-cloud et infogérance, avec un centre de service 24/7, plus de 450 clients et 3000 serveurs managés. Nous avons un chiffre d'affaires 2009 de 30 millions d'euros et nous représentons 120 collaborateurs répartis sur 4 sites. Le siège social se trouve à Nanterre et nous sommes également présents à Nantes, Lyon et Toulouse. Notre activité de cloud provider est complétée par une forte activité de services d'intégration sur différentes technologies de serveurs, d'OS, de virtualisation, stockage, sauvegarde. Et nos expertises fortes sont dans les domaines base de données, réseau, sécurité et SAP pour l'administration technique SAP. Et bien entendu, la plateforme IBMI, puisqu'on dispose d'une équipe d'experts avec des compétences assez larges sur les systèmes, l'architecture, la sauvegarde, la virtualisation, etc. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre atelier cet après-midi, quelques mots d'introduction. Donc, nous avons choisi pour ce webinaire d'aborder le sujet de la modernisation d'applications sur le thème de l'approche projet et de la méthodologie. Avant de démarrer, on va rappeler ce qu'on entend par modernisation d'applications et plus particulièrement de quelles applications on parle. Donc, nous parlons bien entendu d'applications spécifiques donc, qui ont été développées en interne ou avec des équipes extérieures, mais des développements de maison. Aussi de solutions ERP qui, au fil du temps, ont été fortement personnalisées et qui sont devenues du spécifique client. Ces programmes sont bien souvent en place depuis des années, voire quelques dizaines d'années. Et s'ils ont évolué en termes de fonctionnalité, ils sont fréquemment restés en termes techniques et technologiques dans l'état de départ, c'est-à-dire avec des vieilles versions de code, RPG, COBOL, des interfaces un peu anciennes et des outils de développement pas toujours up-to-date. Les raisons qui poussent les clients à moderniser sont multiples. Elles sont liées, souvent poussées par le métier, qui a besoin d'interfaces plus intuitives pour gagner en productivité et permettre d'accueillir des utilisateurs, on va dire, habitués à des interfaces plus intuitives. Ça peut être aussi pour la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités qui impliquent plus de sécurité, de traçabilité, de performance, et aussi la volonté d'utiliser des outils de développement plus performants et plus modernes
pour attirer les jeunes générations de développeurs. Au cours de ce webinaire, nous parlerons stratégie et méthodologie, de notre expérience et des projets que nous avons menés avec nos clients. Il nous a paru assez intéressant de poser les conditions, les contraintes et les contextes que nous rencontrons justement chez nos clients, qui sont autant de facteurs à prendre en compte pour démarrer un projet de modernisation dans les meilleures conditions. Et ces facteurs ont évolué au fil du temps, particulièrement ces dernières années. Alors Eric, est-ce que tu peux nous dire où nous en sommes? Oui, alors effectivement Myriam, les choses ont beaucoup bougé depuis les 5 dernières années. Si j'ai pris le temps de faire ce slide, c'est à la fois pour vous illustrer la façon dont le marché a évolué et dont les entreprises aussi, l'écosystème et le monde de l'entreprise a évolué sur fond de transformation digitale. Et c'est aussi pour donner des arguments, parce que très souvent, on peut être face à une nouvelle direction générale qui ne connaît absolument pas la S400 et qui se demande ce que c'est que ce dinosaure et cette chose ésotérique, ou un directeur financier qui arrive d'un environnement, d'un client chez qui il utilisait du SAP ou n'importe quel ERP du marché et qui ne comprend pas ce qui se passe. Donc, bien donner de la visibilité pour expliquer quand même que les choses ont bougé et que cette plateforme, elle est tout à fait up-to-date et tout à fait… voilà. Alors, si on prend les années 2015, si on se souvient des années 2015, c'est la roadmap IBM, déjà, pour commencer par là, était relativement floue sur le devenir alors je dis AS400 IBMI, hein, c'est la même chose, était floue. Les technologies, il n'y avait pas beaucoup de solutions ni de techno présentes sur le marché pour moderniser. Il y avait quelques pionniers qui avaient lancé des initiatives avec des outils, mais il n'y avait rien de vraiment structuré et des entreprises fragiles qui n'incitaient pas forcément à se lancer. Côté client, 2015, c'est la période où on commence à parler de transfo digital, on voit arriver des Chief Digital Officers dans les entreprises qui connaissent pas forcément l'informatique et encore moins le monde de la S400 et de l'IBMI. Des projets de passage sur des ERP pour remplacer la S400 qui ont été plus ou moins douloureux, plus ou moins coûteux, qui ont dérapé pour un grand nombre d'entre eux, voire qui ont été stoppés avec pertes et fracas, et des clients qui se retrouvent dans des situations avec un patrimoine applicatif stratégique, vital pour l'entreprise, mais qui ne savent pas par quel bout prendre, donc qui le sécurisent comme ils peuvent, mais qui savent bien que tout ça ne va pas vous durer encore longtemps. Donc ça, 2015, voilà le contexte. Et puis progressivement, entre 2015 et 2018, le marché commence à s'affirmer. On a des éditeurs qui commencent à être plus solides, avec des solutions qui s'industrialisent, qui se clarifient, des partenaires qui s'imposent. On a quelques clients pionniers, pas forcément que des grandes entreprises, mais souvent des PME pour qui le sujet était extrêmement critique, qui se sont lancés dans des projets de modernisation et qui ont été avec succès d'ailleurs. Et puis des témoignages qui commencent à être diffusés sur le fait que oui, on peut se lancer dans des projets de modernisation et de pérenniser notre existence. Un des points importants entre 2015 et 2018, qui a été aussi une évolution, c'est que les équipes historiques à S400, que ce soit côté développement ou côté infra, prod, exploit, ont beaucoup de mal à travailler avec les nouvelles équipes qui travaillent sur les solutions digitales. Donc les relations ont été souvent douloureuses, difficiles, coûteuses, et souvent avec des projets qui sont arrivés, qui conduisent parfois à des impasses de mise en œuvre d'un Salesforce, d'un e-commerce, que sais-je, de projets de data science ou de blockchain, où le choc des cultures a été extrêmement violent. Et puis, entre 2018 et 2020, les projets de modernisation réussissent certains clients. La combinaison et l'arrivée des outils de modernisation et des solutions des éditeurs qui arrivent à maturité, avec des éditeurs qui ont pignon sur rue, qui ont une solidité, qui ont investi et qui commencent à avoir le fruit de leurs investissements quant à la qualité de leurs produits. Une offre et une roadmap IBM qui s'est clairement affirmée et qui a été témoignée par l'éminent Philippe Bourgeois au cours, qui a fait un travail remarquable au cours de toutes ces années pour réitérer, réaffirmer cette roadmap IBM. Voilà, donc tout ça, ça s'affirme, ça se clarifie. Donc les clients,
voilà, sont beaucoup plus sereins sur la pérennité. Et toutes ces conditions, aujourd'hui, permettent de dire qu'en 2020, toutes les conditions sont réunies. On n'a plus aucune excuse de rester les pieds englués sur des vieilles applications ou des vieilles infrastructures et de se laisser battre la coulpe par des prêcheurs de solutions alternatives, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour moderniser et puis surtout faire fructifier tout ce patrimoine de données et ce patrimoine applicatif que la S400 renferme. Malgré ça, malgré tout ça, il y a encore beaucoup de clients qui existent, qui hésitent et qui hésitent beaucoup. Alors, ils hésitent parce que souvent, les objectifs de la modernisation n'ont pas été clairement définis. Il y a plusieurs choses qui coexistent dans les entreprises. Donc, si on reprend les objectifs, alors, les objectifs, ça peut être des nouveaux besoins fonctionnels qui sont liés à l'évolution et des métiers, transformation digitale, demande client. Ça peut être des besoins de performance et de productivité, l'arrivée de nouvelles générations qui ne veulent plus voir ce fichu écran et ces interfaces, et surtout des programmes dans lesquels il faut être polytechnicien pour pouvoir comprendre, je ne sais pas, une gestion tarifaire ou que sais-je, ou une gestion commerciale. Donc, tout ça, c'est plus possible avec cette rupture générationnelle. Des objectifs d'urgence pour interfacer le legacy avec des nouvelles solutions digitales qui arrivent et qui arrivent massivement. On parlait tout à l'heure de CRM, on parle de e-commerce, on parle de projets de blockchain qui arrivent, on parle d'IoT. Donc, tout ça, il faut bien qu'on interface avec ce fichu AS400 parce qu'il renferme quand même encore ces données référentielles. Un besoin de sécuriser ou de rénover des applicatifs parce que ça commence parfois à prendre l'eau, ou alors ça répond plus aux règles de gestion de l'entreprise qui évolue. Et comme les règles de gestion n'ont pas été modélisées, puisque dans le monde AS400, aucune entreprise n'a réfléchi à ses processus métiers ni ne les a posés quelque part clairement, ça peut être la nécessité de répondre rapidement à des évolutions de direction fonctionnelle qui se plaignent de la lenteur et de la lourdeur pour avoir une évol sur un programme et mon EDI qui ne fonctionne pas et mon interface avec mon WMS, enfin, que sais-je. Donc, ça peut être aussi un objectif. Et puis, l'objectif ultime, qui est qu'il y a un jour, très souvent, il y a un directeur fonctionnel ou un utilisateur ou une direction générale ou quelqu'un qui arrive dans l'entreprise ou un rachat de boîte qui fait qu'on prend conscience tout à coup que le patrimoine applicatif de cette IBMI, dans sa spécificité, finalement, représente un patrimoine et un atout fondamental pour l'entreprise. Alors, Eric, compte tenu de toutes tes remarques, et même si les clients ont conscience que l'application historique est finalement un atout très précieux pour l'entreprise, est-ce que malgré tout, ils ne sont pas tentés par le remplacer par des ERP ou des solutions packagées? Alors oui, ils sont tentés, ils l'ont déjà peut-être même tenté dans le passé, puis ils ont échoué. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'aussi toutes ces applications sont souvent, c'est le reflet du savoir-faire et du savoir-faire unique de l'entreprise. C'est pour ça que s'ils sont encore aujourd'hui là où ils en sont en 2020, c'est que ce savoir-faire unique, il a été construit par des dizaines d'années, comme tu disais tout à l'heure, des décennies de savoir-faire qu'on ne remplace pas comme ça et qu'on est sur du sur-mesure et du spécifique. Et que ça représente très souvent une différenciation métier, une tarification, une gestion commerciale dont on parlait tout à l'heure, un parcours client, une CRM. Parfois, ces clients S400 font de la CRM sans le savoir. Et donc, tout ça, au fur et à mesure, soit quand ils ont tenté de remplacer par un ERP, soit quand ils sont tentés de le faire, et ils s'aperçoivent que finalement, quand ils voient déjà l'ardoise que ça va représenter, ils s'aperçoivent que finalement, c'est très précieux. Et puis surtout, quand ils commencent à se lancer dans des chantiers de data science, de business intelligence, mais ils s'aperçoivent tous, sans exclusion, que ces applications reposent sur des bases de données qui sont des vrais référentiels stratégiques. C'est toute la dimension des articles, des fournisseurs, des clients. Mais tout ça, depuis 30 ans, ils résident, ils reposent
dans une donnée dans des données référentielles, dans des référentiels de données qui font la richesse et le patrimoine de l'entreprise et qu'il faudra absolument pérenniser en l'absence de solutions alternatives. Et donc, ces aspects-là font en sorte que les entreprises se disent non, ce chantier de modernisation, il faut absolument y aller. Et il faut absolument y aller, et très souvent y aller en se reposant la question avec le métier, le business, comment je réaligne ce chantier de modernisation par rapport aux attentes du métier et du business. Et ça c'est un point extrêmement important, que ce projet de modernisation ne soit pas uniquement un projet informatique ou technologique, mais surtout un projet qui apporte de la valeur pour le métier et pour le business de l'entreprise. Alors, on l'a vu, on a des enjeux stratégiques d'entreprise, on a des enjeux fonctionnels pour les métiers, pour les utilisateurs, et on a aussi des enjeux pour les équipes informatiques, pour l'IT, qui va être obligé d'intégrer cette modernisation en plus dans son activité. Et puis en plus, l'IT va quand même être obligé d'être moteur sur le projet, parce qu'historiquement, l'IT, chez les clients AS400, s'est souvent substitué à des défaillances ou des faiblesses de maîtrise d'ouvrage ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, cette transition, cette conduite du changement ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, l'IT va encore être obligé d'être moteur sur ce chantier de modernisation. On ne passe pas du jour au lendemain, depuis 30 ans où les utilisateurs les métiers se sont beaucoup reposés sur l'IT et que les sachants sont la plupart du temps dans les DSI ou dans les AMOA dépendants des DSI. Très difficile de passer du jour au lendemain dans un contexte avec des key users ou des corps modèles bien établis ou des process métiers modélisés, comme on peut le trouver dans des contextes d'environnement utilisant des ERP. Donc, il faut se reposer les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pourquoi je modernise? Est-ce que je veux sécuriser mon existant qui devient trop compliqué à gérer, avec des lourdeurs pour modifier des programmes, avec des problèmes de performance, avec des départs de sachants? Est-ce que je veux pérenniser des applications critiques qui sont impossibles à transférer dans un ERP ou dans une autre solution verticale du marché? Est-ce que je veux ouvrir mes applications à d'autres applications digitales, des applications de CRM, de supply, comme on dit? Ça, c'est le pourquoi. Donc, quels sont les objectifs? Est-ce que je veux apporter des nouvelles fonctionnalités au métier pour être proactif dans la transformation digitale de l'entreprise? Ça, première question. Et tant qu'on n'a pas la réponse à ces questions, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que choisir des outils pour choisir des outils, malheureusement, ça n'ira pas très loin. Ensuite, c'est comment je lance le projet de ce modernisation. Est-ce que je le lance dans mon petit coin? Non. C'est déjà, est-ce que j'ai communiqué auprès de mes directions fonctionnelles? Qu'est-ce qu'elles attendent de cette modernisation? Est-ce qu'elles sont conscientes que ce chantier de modernisation va les toucher et va les impacter? Est-ce que j'ai réussi à convaincre ma DG du bien fondé de cette modernisation? Il faut le vendre, ce projet. Qu'est-ce que ça va apporter au niveau du business? À quel coût? Quelles incidences sur le métier? Est-ce que j'ai fait, par exemple, une analyse comparative entre les coûts d'une modernisation et le coût d'un éventuel passage sur un ERP? Et là, quand on fait cet exercice-là, c'est très souvent dans des facteurs très favorables à une modernisation de la S400. Enfin, est-ce que je prends ce sujet à sa juste valeur? C'est-à-dire, dans l'équipe informatique, je suis un développeur, je suis un responsable infra, je suis un architecte système réseau, je suis un responsable système. Est-ce que j'ai pris ce chantier de modernisation à sa juste valeur? Est-ce que je suis dans une vraie approche projet? Ou est-ce que je continue à fonctionner encore un peu à l'ancienne, comme c'était le cas dans le monde AS400? Bon. Non. Est-ce que je suis vraiment résolu à prendre ce projet dans une approche projet globale? Et puis enfin, la petite fusée, c'est par où je commence. Et là, c'est aussi et souvent le point qui fait mal, c'est que ça paraît souvent insurmontable. Hein. On se dit, mais par où je vais commencer à moderniser? Donc, voilà. Donc, si on a déterminé vraiment des objectifs, qu'on l'a fait valider, eh ben, il faut avoir une vision claire de là où on va commencer. On le réétudiera tout à l'heure. Par quel bout prendre ce chantier? Ça va faire partie des choses qu'on va… Voilà. Mais cette question, par où commencer, elle est fondamentale. Il faut y passer du temps
parce que souvent, les projets de modernisation sont reportés d'année en année, où on fait des petits bouts, voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bonne raison de commencer, ou alors on ne sait pas la formaliser. Du coup, on commence jamais, puis on reporte à l'année d'après, puis on transfère sur le budget de l'année d'après, et puis on creuse sa propre tombe gentiment. À un moment donné, il faut se lancer et se dire par où on commence. Alors, une fois qu'on s'est posé ces bonnes questions, quelle démarche adopter? C'est dit, OK, on y va. Maintenant, quelle démarche on adopte pour aborder ce projet de modernisation? Quelles sont les bonnes questions à se poser, puis les étapes, par comment je m'y prends de façon ordonnée et rigoureuse, avec méthode. Première étape, pour convaincre, construire les exec summaries. Les exec summaries, son nom l'indique, souvent on a donc les clients qui nous disent on est convaincu de la nécessité de moderniser ces applications, ces bases de données, ces interfaces. On ne sait pas par quel bout prend le projet. On a déjà fait un petit bout sur des écrans, mais ça a fait pchit. On a modifié quelques programmes. On a quelques programmes en RPG, quelques programmes en COLOL. On a un petit peu d'ADEA à droite, un peu de Sign-On à gauche, un peu là. Bon, bref. Et on a essayé de moderniser un petit bout, puis ça a fait pchit. Ça a fait pchit tout simplement parce qu'on ne sait pas poser les bonnes questions. Donc, l'exec summary a un cercle, ça fait démarrer dans un cercle vertueux parce qu'on va embarquer l'ensemble de l'entreprise. Les maîtrises d'ouvrage, direction générale, les directions fonctionnelles, et puis aussi et surtout les équipes de la DSI. C'est-à-dire que c'est un vrai projet de mobilisation des équipes de la DSI, des équipes au sens large. Et donc, à l'intérieur de cette exec summary, on va résumer, synthétiser ce qu'on voyait précédemment, c'est-à-dire les objectifs de cette modernisation, ce que ça va apporter fonctionnellement et au niveau du business et du métier, quelles vont être les grandes étapes, les axes, le budget associé et le planning. Rien d'extraordinaire, mais c'est tellement évident qu'on oublie souvent de le faire. Et pour que ça devienne un vrai projet d'entreprise, cet exec summary, on va le faire valider et on va demander à ce que ce soit sponsorisé par la direction générale ou par une des directions fonctionnelles métiers qui va porter tout ou partie d'un projet de modernisation si on refond un pan applicatif critique pour l'entreprise. Donc ça permet de donner une visibilité du projet, non seulement aux directions fonctionnelles, aux équipes de l'IT, mais aussi à tous les protagonistes du projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va moderniser, on va être amené à solliciter des utilisateurs dans les phases de recettes, dans les phases de test, à solliciter un certain nombre d'équipes au sein de l'entreprise pour revoir fonctionnellement des programmes, réanalyser des écrans, retravailler l'ergonomie d'écran et les interfaces utilisateurs, parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a 350 champs sur un écran 52-50 et puis qu'il n'y en a plus que la moitié qui sont utiles. Enfin voilà, donc il y a tout un travail où on va ressolliciter les utilisateurs. Donc, deuxième étape, le budget. Alors le budget, il faut bien considérer que le budget, ça ne va pas être un budget avec des bouts de chandelle. C'est un vrai budget lié à un vrai projet et un budget qui va être spécifique à cette modernisation. Donc il faut préparer un budget qui comporte l'ensemble des composantes du projet, que ce soit au niveau des infrastructures à mettre en œuvre pour le projet de modernisation et qu'on va dédier à ce projet, de l'outillage, des licences associées, et puis des ressources internes et externes qu'on sera amené à mobiliser, et puis ensuite d'analyser les impacts sur les budgets actuels. Troisième étape, prioriser les chantiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer tout en même temps. Et c'est souvent une des raisons aussi quand on fait des REX avec des clients ou qu'on échange avec des collègues qui ont travaillé sur ces chantiers. Souvent, c'est là où on a pêché parce qu'on a voulu commencer un petit peu par tous les bouts. Voilà. Donc, l'idée, c'est on priorise. On ne peut pas tout commencer en même temps parce que sinon, on s'essouffle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut nous conduire à ces priorités? Alors, ça peut être l'obsolescence d'une application, d'un programme, un départ à la retraite, de quelqu'un qui maîtrise une chaîne d'exploitation, une interface, l'arrivée d'une nouvelle DG parfois, ou d'un nouveau responsable informatique qui a besoin de sécuriser, qui a besoin de développer de nouveaux projets et puis qui est bloqué. Voilà. Donc ça, c'est mettre en évidence par les priorités et commencer dans l'ordre et pas vouloir paralyser trop de choses en parallèle parce qu'on va essouffler
les équipes et on risque de non satisfaire les utilisateurs et les directions fonctionnelles qui attendent avec impatience les nouvelles choses. Point important, pour ne pas se retrouver au milieu du gué avec des points de blocage ou des impasses, c'est d'identifier en amont les interactions avec les projets existants. Parce que le projet de modernisation, inévitablement, comme quand on met en place tout projet, mais essentiellement un projet de modernisation, c'est les effets de bord sur l'activité de l'existant et du run. Est-ce que quand je vais avoir modernisé, est-ce que je vais toucher, est-ce que je vais revoir mes chaînes, mon ordonnancement, mon orchestration, est-ce que je vais avoir à réécrire des interfaces, est-ce qu'il va falloir que je duplique des environnements et que je maintienne un existant pendant les travaux, la vente continue. Donc, comment j'analyse très clairement les interactions, est-ce que j'ai des points de blocage, est-ce que j'ai des choses sur le chemin critique de cette modernisation, autant le savoir avant qu'après, pour mettre en place les moyens et les ressources utiles. Et puis enfin, donc on arrive directement aux ressources, et ça, on va le détailler, donc mesurer ses besoins en ressources, qui est un élément fondamental par rapport à ces chantiers de modernisation. Alors, par où commencer? Quelle méthodologie suivre? Une fois qu'on a identifié toutes ces étapes, je vais relaisser la parole à Myriam qui va rentrer un peu plus concrètement, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, dans les phases et la méthodologie projet. Alors, dans l'approche méthodologique, on a, je dirais, développé au fil du temps une méthodologie autour de 5 étapes principales. La première étant documenter et établir les cartographies, choisir les axes de modernisation priorité, choisir les outils, définir l'époque, planifier les projets de transformation et déployer. Il est important, même s'il est parfois tentant de démarrer par le choix des outils pour commencer à regarder un petit peu ce que permettent de faire les outils, il est important de respecter les différentes étapes de la méthodologie et surtout, il est important de respecter la première étape, l'étape de documentation et de rédaction des cartographies. On ne pourra faire évoluer que ce que l'on maîtrise et par rapport à tout ce qu'Éric a pu dire précédemment, on voit bien que on ne maîtrise pas toujours parce que les applications sont anciennes, on ne maîtrise pas toujours ce legacy. Donc la première étape la plus importante, ce sera la documentation. Elle va permettre de faire un inventaire et une analyse de l'existant. Et elle peut être complexe aussi, donc elle peut prendre un peu de temps, mais en tout cas, elle va donner une photo à la fois fonctionnelle et technique du SI qui sera essentielle dans la réalisation de la feuille de route du projet de transformation et de modernisation. À partir de cette cartographie pourront être choisis les axes de modernisation et les priorités. C'est la deuxième étape du projet. Quels sont les axes de modernisation? Je ne vais pas trop m'étendre parce que Eric en parlera tout à l'heure. Quelle priorité est donnée pour lancer le projet? Est-ce que c'est les interfaces? Est-ce que c'est le code? Est-ce que c'est la réécriture d'une partie de l'application? La deuxième étape est rapidement liée à la troisième, qui est de choisir les outils et peut-être les prestataires qui vont vous accompagner dans le projet de modernisation. Vous allez rencontrer peut-être 2 ou 3 acteurs, assister à des démonstrations, évaluer les solutions, faire des choix, faire des POC, et en effet passer forcément pour prendre la décision par des phases de POC. On se lance rarement, on choisit rarement une solution sans avoir un minimum testé que les produits que l'on sélectionne vont être adaptés à son environnement et à la finalité du projet que l'on veut mettre en place. Ensuite, on rentre dans un mode projet assez classique avec des phases d'analyse, de mise en œuvre, de tests de régression. Un projet qui va être jalonné par des étapes de go-no-go. Eric en a déjà parlé et on reparlera un petit peu plus tard. Et puis ensuite, des phases de déploiement. Donc, vraiment trois étapes principales en début de méthodologie qui sont importantes pour bien définir le périmètre du projet.
Alors, documenter, la clé d'un bon départ. De notre expérience, la première phase de documentation intervient souvent dans un contexte d'audit un peu plus global, où on va s'intéresser en effet à des éléments techniques, mais où on va s'intéresser aussi à des éléments fonctionnels et organisationnels. Cet audit global va prendre en compte, bien sûr, les applications et les bases de données, mais aussi le socle d'infrastructure, les flux, les ressources, et va prendre en compte également l'organisation et les ressources humaines dont Eric a pas mal parlé sur les slides précédents. Donc, si le projet de modernisation est poussé par les enjeux métiers et stratégiques, l'IT est au cœur et à la base du projet, et pour cette raison, il est important d'avoir une bonne visibilité de l'état de la technologie en place et du niveau de documentation et de connaissances que l'on a du legacy afin de poser les fondations solides pour le projet de modernisation. Les applications sont souvent très anciennes, on l'a dit. Au fil du temps, on a pu perdre la connaissance d'une partie ou d'une partie importante de ce legacy, et il est important de se le réapproprier pour assurer la bonne réalisation du projet de modernisation. L'obsolescence des applications, que ce soit l'adéquation fonctionnalité besoin métier ou des interfaces et des outils, est aussi un point qu'il faudra prendre en compte pour voir les marches d'évolution qui seront en termes de fonctionnalité qui seront intégrées au projet de modernisation. L'analyse du socle technique va poser les prérequis techniques, bien entendu, qui seront à prendre en compte dans le plan de projet. Et l'audit des ressources et de l'organisation va permettre de mettre en évidence les besoins en termes de formation, de compétences et voire d'accompagnement dans le projet de modernisation. Donc, autant de composants à prendre en compte dans la phase d'audit pour sécuriser son legacy et avoir une base, un référentiel qui soit le plus précis possible. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail les niveaux d'audit et de documentation, on va avoir en effet un premier niveau d'analyse du socle d'infrastructure qui va nous permettre d'analyser les configurations, d'en évaluer l'obsolescence en termes d'environnement matériel, en termes d'environnement de version, en termes d'outils de sauvegarde et de tout ce qui tourne autour de la gestion de ce socle d'infrastructure. On va s'intéresser également aux performances et à la capacité d'évolution, de manière à savoir si on est en capacité sur l'existant de pouvoir mettre en œuvre les différents environnements qui seront nécessaires pour le projet. Et puis également s'intéresser à la sécurité, à la sauvegarde, puisque je parle de sécurité de PRA, mais également la sécurité d'accès aux environnements, la sécurité d'accès aux données. Le projet de modernisation met régulièrement en avant également la nécessité de renforcer la sécurité d'accès pour la gestion de la base de données et des environnements. Et puis également un état, un audit des outils de développement qui sont en place. Est-ce qu'on utilise toujours les vieux modes 5250, les écrans et les bases de données DDS, ou est-ce qu'on a déjà fait un pas dans les outils un peu plus récents? La prise en charge du futur poste du développeur est un point aussi important dans la gestion des ressources dans le projet de modernisation. Donc, cet audit du socle d'infrastructure va nous permettre de voir les investissements, en tout cas ce qui sera nécessaire de mettre en place pour réaliser le projet. Le deuxième niveau d'audit va être au niveau des applications et des flux. Il s'agit en premier lieu de réaliser l'inventaire des applications et sous-applications pour réaliser un catalogue du patrimoine applicatif, puis réaliser un découpage logique. Cette vision d'ensemble permettra aux décideurs d'identifier les applications qui seront intégrées dans le projet de modernisation. Il y a parfois, quand on fait les audits,
des applications qui sont sur le point d'être décommissionnées ou remplacées par d'autres solutions du logiciel du marché qui sont plus adaptées. Régulièrement, par exemple, on trouve au cours de ces audits des solutions de messagerie qui sont encore dans la S400 ou des solutions de GED qui typiquement vont pouvoir être remplacées par des solutions qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités et qui seront déjà pré-packagées. Pour les applications qui rentrent potentiellement dans le périmètre du projet de modernisation, vont être réalisées une cartographie fonctionnelle et technique qui permettra d'évaluer la situation actuelle par rapport aux services attendus et au niveau technique. Ce premier niveau d'audit est réalisé également sur les flux et les interfaces. Alors je dis premier niveau d'audit parce qu'à ce stade, il peut être très complexe de rentrer dans une analyse détaillée des flux parce que bien souvent c'est une partie qui est aussi très très peu documentée. Et à ce stade, il s'agit simplement de mettre en évidence les interactions entre les applications IBMI et les auautres serveurs périphériques et les autres applications pour voir quels seront ces serveurs périphériques qui devront être intégrés dans le projet, et puis aussi pour mettre éventuellement en évidence un certain nombre de je ne vais pas dire de dysfonctionnements, mais c'est l'occasion de voir souvent des moulinettes qui ont été mises en place ou des développements spécifiques qui ont été mis en place pour, comme le disait Eric tout à l'heure, répondre plus rapidement à tel ou tel responsable fonctionnel et qui vont devoir être aussi réintégrés dans une démarche de structure d'application plus structurée, justement. Et enfin, troisième niveau d'analyse, la base de données et les sources. Donc là aussi, à ce stade de l'audit, l'objectif n'est pas de faire une analyse détaillée de la base de données et des sources, parce que bien souvent, pour réaliser ce type d'analyse, on va utiliser des outils et qui ne sont pas encore choisis à ce stade du projet. L'analyse de la base de données et des sources, à ce niveau, va être d'évaluer la complexité de l'intégration et des évolutions dans le projet de modernisation pour la base de données et les sources. Donc, c'est déjà, par exemple, se poser des questions sur la base de données par rapport aux besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'ouvrir le système et donc la base de données à d'autres applications de e-commerce ou autres? Est-ce que la structure de ma base de données, elle peut permettre de répondre à ce type de demande? Est-ce que j'ai nécessité d'améliorer la sécurité de la base de données? Est-ce que j'ai nécessité d'améliorer la performance, la qualité des données? Est-ce que j'ai des problématiques de qualité de données, de coût de maintenance, de réactivité liée à la base de données quand je veux mettre en place une nouvelle fonctionnalité? Toutes ces questions, en fait, vont permettre de à la fois mesurer la complexité dans le projet de modernisation, de l'intégration de la base de données, et également de cibler les évolutions qui sont nécessaires. De la même manière, sur les sources, il s'agit de faire une première analyse pour avoir une vision de la qualité du code, parce que si on veut transformer du code, par exemple, pour utiliser des langages qui soient plus accessibles aux nouvelles générations, mais qu'on a des problèmes de qualité d'écriture de code, le fait de transformer le code ne va pas résoudre les problèmes de qualité. Et puis, ça va être aussi de voir au niveau de la gestion des programmes comment on est structuré aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on a déjà des environnements de développement, de pré-prod, de production, ou si le projet de modernisation va nécessiter de mettre en place tout un nombre de règles, de best practices qui vont être liées à l'organisation des développements. Alors, la phase technique de la documentation va donc donner une visibilité précise de l'existant technique et applicatif, et elle va donner les bases d'un référentiel qui vivra tout au long du projet et qui va permettre, à la fin de l'audit, d'orienter et d'aider au choix des axes de modernisation. C'est le sujet maintenant que va prendre en charge Eric. Eric, tu vas être obligé d'accélérer un petit peu. Je vais accélérer, ouais, si tu peux te mettre sur le slide, s'il te plaît, Myriam. Effectivement, je vais aller vite. De toute façon, on a déjà évoqué ces axes de modernisation. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule. L'idée derrière qu'on veut vous mettre en évidence, c'est qu'on ne peut pas
démarrer sur l'ensemble du périmètre. C'est un leurre. Donc, il va falloir établir ces priorités. On l'a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de raisons, et on pourra le redétailler ultérieurement, qui font que ces priorités doivent être clairement établies. Ensuite, la partie, je vais passer directement sur la partie ressources. Celle-ci me paraît importante. Donc, dans les ressources, on a évidemment le socle technique. Donc, il va falloir bien mettre en place les infras dont on a besoin en termes d'environnement CPU, de sauvegarde, de stockage. Profiter peut-être de ce chantier de modernisation pour revisiter les capacités planning qu'on a fait sur l'existant en prenant en compte les besoins infra du futur chantier de modernisation pour ne pas avoir de surprise le cas échéant. Le choix des outils, ne pas choisir des outils trop ambitieux ou trop coûteux au début. Il faut les choisir en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut rétro-documenter? Est-ce qu'on veut d'abord… et puis au fur et à mesure du projet, puisque c'est un projet qui va avancer par phase, on choisit un outil où on va rétro-documenter, ou un outil pour modéliser la base, ou un outil pour migrer du code. Mais voilà. Et puis, alors, je profite de cette partie-là pour dire qu'au niveau des outils, ne pas oublier de prévoir la formation des équipes qui vont travailler là-dessus, parce que très souvent, les équipes IT, que ce soit côté développement ou infra, n'ont souvent pas le temps de se former sur ces outils de modernisation. Ça ne sert à rien de choisir des outils si les équipes ne savent pas ni les utiliser, ni ne les ont pas testés, ni ne sont pas appropriés avec ça. Et puis enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, les ressources humaines, je pense que c'est le point clé. Il faut vraiment avoir une vision très claire des équipes qu'on va mettre sur le projet de modernisation. Et ne pas satelliser les équipes ou les surcharger ou rendre prendre des risques sur le run ou sur une TMA existante. Voilà, et bien s'assurer que si on déporte un sachant, une personne qui connaît bien une procédure d'exploitation, qui connaît bien des programmes, qui connaît bien la base de données, qu'on ne va pas lui demander de faire les deux en même temps, parce que c'est souvent très risqué, soit le projet n'avance pas, soit c'est le run qui en prend un coup. Donc, l'analyse des ressources humaines est fondamentale, et puis avoir recours à l'expertise extérieure. Aujourd'hui, on a dans l'écosystème et dans les partenaires qui participent à cet événement, beaucoup d'acteurs qui se sont structurés, qui se sont renforcés en équipe extrêmement pointue en termes d'expertise. Donc, voilà, on a aujourd'hui sur le marché des intervenants, des prestataires tout à fait capables de régler ces aspects-là. Alors, qui dit projet dit que la planification des opérations évidemment est indispensable. Établir un RACI du qui fait quoi avec rigueur. L'audit de l'existant, comme disait Myriam, est indispensable. Comment j'organise l'ensemble de mes tâches. Le choix des outils. Et là, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est qu'une fois qu'on a fait cet audit et qu'on a choisi ces outils, la phase de proof of concept, de test, va être vraiment déterminante, puisque c'est elle qui va venir confirmer ou infirmer les hypothèses de départ c'est-à-dire est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on s'était fixés sur la modernisation, est-ce que ou pas, est-ce que les outils sont les bons, et donc cette partie-là est indispensable. Et puis si on est dans une phase de go, on démarre, et là on est dans un cercle classique de projet, test de modernisation, recettes, voilà. Donc en fonction des retours d'expérience, de ce qu'on a vécu, voilà, les quelques recommandations, mais en toute humilité, parce que chaque projet est différent. Mais ce qu'on a vu souvent dans les projets qui ont marché, le dénominateur commun dans beaucoup d'entreprises et clients, c'est que dans l'ordre, voilà, c'est l'ordre de cette petite roue qu'on voit là. C'est vraiment bien définir les bénéfices, pas démarrer, choisir des outils et puis faire les choses à l'envers. Donc, on détermine bien les objectifs. La documentation, comme l'a dit Myriam, on ne part pas tous azimuts, on choisit des axes, on se fixe des priorités, on fait des POC, go no go, et on avance, et on itère régulièrement. Voilà, la façon dont on peut vous aider, vous accompagner sur ces sujets-là, en amont sur des prestations d'audit, d'inventaire d'existants pour vous assister. On peut vous aider à établir une feuille de route. On ne le fera pas à votre place, mais c'est une assistante, un regard extérieur, un miroir pour vous aider à faire cette feuille de route, ou alors à la mettre en parallèle par rapport à votre feuille de route existante. La rétro-documentation, vous accompagner sur la réalisation d'époque, parce que souvent, ça nécessite des compétences, des ressources, voilà.
le mode projet, puisqu'on a une forte culture projet au sein du groupe Easy et c'est pour nous assez fondamental, surtout sur ces chantiers de modernisation. Et puis enfin, la mise à disposition des environnements cloud outillés, comme on l'a vu dans le webinaire précédent pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà ce qu'on peut dire